Il est rare que j'ai autant de temps pour faire une présentation. Je vous en remercie. Il se trouve que, pour une fois, j'avais prévu un article en moins. Donc, bon, je pense que vous allez sortir un petit peu plus tôt. Laquelle des thématiques suivantes abordez-vous le moins avec vos patients? Est-ce que vous parlez plutôt moins de leur activité physique, de leur alimentation ou de leur sommeil? Effectivement, vous leur parlez plutôt moins de leur sommeil et à vrai dire, il n'y a pas de véritable raison de leur parler moins de leur sommeil que de leur alimentation, de leur activité physique. Ça m'arrange que vous répondiez ça parce que je vous avoue que, bien entendu, on va parler du sommeil. Vous aviez deviné les questions d'avant, donc j'y répondrai, vous verrez les bonnes réponses par la suite. Moi, je vais vous parler d'un article du BEH qui vient de paraître là, au mois de mars, que j'ai trouvé assez intéressant et qui décrit en gros le sommeil des Français. C'était une étude, donc un échantillon de 12 000 patients représentatifs de la population française. C'était des adultes de 18 à 75 ans. Et ils sont allés assez loin dans l'interrogatoire, même si c'était un questionnaire. On demandait aux patients de tenir un agenda, on regardait leurs heures de coucher, leurs heures de réveil, et que ce soit en semaine ou le week-end. On leur demandait aussi s'ils faisaient la sieste et combien de temps et à quelle heure. Je vais essayer de vous restituer un petit peu. Ils avaient un grand tableau, mais qui était difficilement lisible, donc je vais essayer de vous le restituer de façon un petit peu simplifiée. Globalement, les Français se couchent vers 23h15. Ils mettent une demi-heure à s'endormir. Et ça me semble un premier point important. L'endormissement n'est pas instantané, ne met pas 5 minutes, 10 minutes, mais en moyenne 25 minutes. Alors ça dépend des gens, on peut être... Voilà, je suis très jaloux de ces gens-là, très honnêtement, mais ça peut mettre une demi-heure, on peut mettre une demi-heure pour s'endormir et c'est assez normal. Ensuite, on s'endort. On se réveille généralement vers 6h48, ça c'est la moyenne des Français. Mais l'autre élément, c'est que globalement, les Français ont des micro-réveils qui, mis bout à bout, durent environ une demi-heure par nuit. Donc c'est pas négligeable. Et donc des gens qui viennent éventuellement vous dire qu'ils se réveillent souvent la nuit, etc. Quand on est entre 20 et 30 minutes, et ben c'est somme toute assez normal. Ensuite, globalement, ils font plutôt la sieste en semaine et le week-end, plus longtemps le week-end. Un tiers des Français font la sieste le week-end, c'est pas négligeable. Globalement, le temps de sommeil, il est de 6h55 et ça, c'est un petit cap qui vient d'être franchi parce que, si j'ai bien compris, les sondages, questionnaires, études précédentes retrouvaient des chiffres plutôt au-delà de 7h. Alors, c'était plutôt 7h05, 7h10, etc. Mais c'est la première fois que, symboliquement, on franchit la barre des 7h. Et donc, les Français, vous l'avez peut-être vu dans les médias, dorment de moins en moins longtemps. Parmi les Français, un tiers sont des courts dormeurs. C'est-à-dire, c'est une définition, c'est-à-dire qu'ils dorment moins de 6 heures. Voilà. Et alors, les courts dormeurs, je reviens un tout petit peu sur le sommeil. La norme du sommeil, elle est assez difficile à établir. Globalement, c'est entre 6 et 8 heures, mais je crois que c'est un petit peu contesté. On est long dormeur quand on dort plus de 8 heures et court dormeur quand on dort moins de 6 heures, tout ça en semaine. Ce que l'on sait, c'est que quand on dort moins de 6 heures, et ben globalement, on a plus de risques cardiovasculaires, on a un peu plus de diabète, un peu plus de surpoids, un peu plus d'accidents également, et donc c'est un surrisque. Et c'est plus souvent retrouvé dans certaines catégories socio-professionnelles, plus défavorisées, ceux qui bien sûr travaillent la nuit et ceux qui ont aussi des soucis financiers. Donc là, il y a à la fois des risques à dormir moins longtemps et puis, entre guillemets, des facteurs de risque d'être court dormeur. Et ça représente quand même un tiers des Français, ce qui n'est pas négligeable. Un quart sont dits en dette de sommeil. Alors la définition de la dette de sommeil, c'est on vous interroge sur votre temps de sommeil idéal, mettons 8 heures par nuit. Et on soustrait votre temps de sommeil réel, mettons 7 heures par nuit, et s'il y a plus d'une heure de décalage, vous êtes considéré comme en dette de sommeil. Le temps de sommeil idéal étant celui dont vous avez besoin pour vous sentir bien reposé. Donc un quart des Français sont en dette de sommeil. 13% des Français sont en insomnie chronique. Alors l'insomnie chronique répond à certains critères que je vais vous relire un petit peu ici. Globalement, il y a 3 paramètres. Il faut qu'il y ait des symptômes nocturnes, qu'on ait du mal à s'endormir, qu'on se réveille tôt, que le sommeil soit jugé non récupérateur, que ça survienne au moins 3 nuits par semaine, plus de 3 mois, et qu'il y ait des conséquences diurnes à tout ça, qu'on soit somnolent, qu'on ait des troubles de l'humeur, qu'on soit fatigué, qu'on ait des troubles de l'attention, etc., etc. Et à partir de là, on peut parler, selon la classification internationale, d'insomnie, et 13% des Français seraient insomniaques chroniques.
L'autre élément important de cette étude, moi, qui m'a semblé intéressant, c'est qu'ils ont essayé de faire le lien entre le lien avec les substances psychoactives. Globalement, ils ont regardé le tabac, le cannabis et l'alcool. Et ils ont trouvé une forte association, notamment avec le tabac. Et donc, il y a bien beaucoup de tabagiques sont court dormeurs. Et ils ont essayé, si on retourne un petit peu les choses, ils se disent que ça peut être un argument dans le sevrage. C'est-à-dire qu'à la fois, vous allez avoir les bénéfices de l'arrêt du tabac que l'on connaît sur le plan cardiovasculaire et sur le plan respiratoire, mais également, vous retrouverez peut-être un sommeil de qualité. Donc, ça semble important de les questionner aussi là-dessus. Alors, ils énumèrent quelques grands conseils, donc j'ai essayé de vous les reprendre et de vous les simplifier. Globalement, beaucoup trop d'écran, beaucoup trop tard. Il faut une chambre à peu près à 18 degrés, un bon lit. Il faut pas de bruit, pas de lumière. Alors encore une fois, c'est pas toujours possible, mais pas de bruit, pas de lumière. Une chambre à 18 degrés. Faire une sieste de 20 à 30 minutes, mais pas trop long non plus et pas trop tard dans l'après-midi. Faire de l'activité physique, ça rythme la journée, mais pas trop tard non plus. Et puis, éviter l'alcool le soir. Ça, ce sont les 8 conseils qu'ils donnent, qui me semblent être des conseils assez faciles à retenir et que l'on peut donner à nos patients. Ensuite, quels sont les traitements potentiels de l'insomnie? Alors, je rebondis sur un fait d'actualité un petit peu dramatique dont on ne connaît pas encore les conséquences, entre guillemets, pour le médecin généraliste qui a prescrit cet Imovane. Donc, bien entendu, c'est un message d'alerte pour faire bien attention aux prescriptions d'Imovane. Vous savez qu'il lui est actuellement reproché, si j'ai bien compris, d'avoir prescrit l'Imovane au-delà de la période de 28 jours. Et on connaît le drame qui s'est passé derrière. J'en dis pas plus sur cette histoire-là, mais ça permet de vous donner un message d'alerte sur les prescriptions d'Imovane. Et de vous parler d'un médicament dont je ne suis pas expert, donc je ne pourrais pas me permettre de vous en dire beaucoup plus, mais on en entend de plus en plus parler, de la mélatonine. Alors la mélatonine, maintenant, on peut l'acheter quasiment partout. Vous tapez sur Internet, vous n'avez pas besoin d'avoir une prescription médicamenteuse. Je ne sais pas ce que vaut, entre guillemets, cette mélatonine de préparation non pharmaceutique, avec des posologies qui peuvent varier, globalement de 0,5 mg, si j'ai bien compris, à 1 ou 2 mg. Vous pouvez le prescrire, mais c'est non remboursé, et ça s'appelle le Circadin. Vous pouvez aussi demander une préparation magistrale en pharmacie, donc ce ne sera pas le Circadin, mais ce sera une préparation pharmaceutique. Quels sont les effets de cette mélatonine? J'ai repris un article paru en fin d'année 2018. Généralement, on prescrit la mélatonine chez des gens qui ont ce qu'on appelle un décalage de phase, c'est-à-dire qu'on voyait tout à l'heure, les Français, entre guillemets, s'endorment vers 23h15, c'est le moment où ils ont envie de dormir. Là, ces gens-là ont un décalage de phase, c'est-à-dire que leur sommeil arrive plutôt vers 1h du matin, entre 1h et 4h du matin, ils s'endorment à ce moment-là. Après, ils pourraient théoriquement faire leur nuit complète, sauf que vers 7h, le réveil sonne, il faut aller au travail, il faut emmener les enfants, etc., etc. Et du coup, ils se retrouvent assez rapidement, vous le comprenez, en dette de sommeil. Et cette mélatonine est censée un petit peu les rephaser et souvent leur fait un gain d'endormissement. Ils s'endorment une demi-heure plus tôt. C'est ce qu'on retrouve assez régulièrement dans les études avec un sommeil dit de meilleure qualité. Maintenant, je ne veux pas en dire plus là-dessus parce que les AMM, je vous les ai mises après. Donc ça, c'est un document officiel de l'assurance maladie. Aucune de ces prescriptions n'est remboursée. Il y a certaines AMM, notamment pour les enfants, mais ils sont en RTU depuis juillet 2015. Et on ne sait pas bien, pour ce qui est de la mélatonine, on a l'impression qu'il n'y a pas d'effet secondaire, en tout cas c'est ce qu'on lit partout. On ne connaît pas bien la posologie, les indications et la durée, mais c'est vrai que c'est un médicament dont on parle de plus en plus. J'enchaîne avec un deuxième sujet. Vous connaissez le dicton « il faut faire un petit déjeuner de roi, un déjeuner de prince et un dîner de pauvre ». Et donc, je vais vous poser la question. Lorsque vous avez un patient qui est un peu en surpoids, qui souhaite perdre du poids et qui vous dit qu'il ne prend pas de petit déjeuner, est-ce que il faut que vous lui conseillez de prendre à nouveau un petit déjeuner? Vous avez répondu oui à 93%. Eh bien, c'est... Alors, vous avez répondu à 93%, mais en fait, c'est faux. Ou ça semble faux, et je vais vous expliquer pourquoi. Effectivement, c'est un dogme un petit peu admis. Ça se voit dans beaucoup de recommandations de nutrition. Des études observationnelles ont, semble-t-il, montré qu'il était bien de prendre un petit déjeuner dans ces cas-là. Mais
Au-dessus des études observationnelles, il y a les études interventionnelles, les essais thérapeutiques. Et là, il y a une méta-analyse qui regroupait un certain nombre d'essais thérapeutiques publiés récemment dans le BMJ, qui prenait donc, quand on est interventionnel, il y avait un groupe sans petit déjeuner. Enfin, c'est une méta-analyse, donc ce sont plusieurs études regroupées, mais dans chacune de ces études, il y avait un groupe petit déjeuner, un groupe pas de petit déjeuner. Ils les ont suivis pendant une certaine durée. Ce qui est important, c'est que parmi les patients, il y avait des patients en surpoids et sans surpoids. Ils les ont suivis pendant un certain nombre de semaines et ils ont regardé si à la fin, il y avait à la fois une perte de poids dans le groupe qui ne prenait pas de petit déjeuner et s'il y avait plus de calories ingérées, plus de calories quotidiennes ingérées également dans le groupe qui ne prenait pas de petit déjeuner, parce que l'autre dogme, c'est de dire quand on ne prend pas de petit déjeuner, on grignote. Et à la fin, in fine, on a absorbé plus de calories journalières. Eh bien non. Sur cette étude, non. Globalement, dans le groupe qui ne prenait pas de petit déjeuner, il y avait, voire même, un petit peu moins de prise de poids que dans le groupe qui en prenait. Et ils ne prenaient pas, à la fin, plus de calories que ceux qui n'avaient pas fait de petit déjeuner. Donc, on peut un peu retourner les choses, c'est-à-dire que finalement, le fait de prendre un petit déjeuner ne semble pas être un élément pour faire perdre du poids, et à l'inverse, ne pas prendre de petit déjeuner ne semble pas être forcément un élément qui fait prendre du poids. Et ce que j'ai lu un peu comme commentaire derrière de cette étude, c'est qu'il faut maintenant faire du cas par cas, c'est-à-dire qu'il faut en gros choisir ses batailles. Quelqu'un qui est en surpoids, qui a un vrai plaisir à prendre un petit déjeuner, est-ce que vraiment il faut s'acharner qu'il n'en prenne pas? Non. Et à l'inverse, quelqu'un qui, dans sa vie, n'a jamais faim le matin, ne prend pas de petit déjeuner et est en surpoids, il ne faut pas non plus s'acharner à lui faire prendre forcément un petit déjeuner. Bref, il faut essayer de faire du cas par cas. Donc, en résumé, le sommeil, il faut nous-mêmes, on pense tous à en discuter un peu plus avec nos patients, leur donner des conseils assez simples que je vous ai résumés. L'intérêt de la mélatonine reste encore un petit peu à éclaircir, mais ça semble être un médicament qui sera de plus en plus prescrit. Et enfin, le petit déjeuner, c'est entre guillemets la fin d'un dogme, le petit déjeuner ne semble pas aider à perdre du poids, et l'absence de petit déjeuner n'a pas l'air d'en faire prendre non plus. Je vous remercie, on vous remercie, on se voit le 9 mai. On se voit le 9 mai pour le prochain staff. Bonne journée à vous, au revoir.